La lucidité politique et l'honnêteté intellectuelle commandent en effet de dire clairement que de nombreux hommes et femmes qui ont voté pour la liste Pera-Górcega dimanche dernier ne partagent pas nécessairement la totalité de nos convictions et de nos engagements. Leur soutien et leur confiance n'en ont que plus de prix. Ils nous confortent dans notre certitude que la victoire du dimanche 13 décembre ne peut pas être celle d'un camp sur un autre, ne peut pas être celle de 36% du corps électoral contre les 64% restants. Cette victoire est et doit devenir, chaque jour un peu plus à partir d'aujourd'hui, la victoire de la Corse et de l'ensemble des Corses. Nous souhaitons travailler avec vous au service de la Corse. Nous sommes persuadés que c'est ce que les Corses attendent de nous tous. Refuser les logiques d'assistance, de clientélisme, de collusion, nous engager ensemble pour la démocratie, la transparence et la construction d'une société corse développée, juste et solidaire. C'est à cette condition que nous serons les uns et les autres à la hauteur des espérances et des enjeux. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur IHT les RCFM pour cette ultime émission de l'année 2015 qui clôture par la même occasion la longue séquence politique qui, vous venez de le revoir, a abouti à la victoire des nationalistes aux élections territoriales. Victoire des nationalistes et victoire d'un homme qui s'est fait une spécialité de faire tomber les bastions, y compris les mieux défendus. Gilles Simeoni, nouveau président du Conseil exécutif de Corse, est aujourd'hui l'invité de Contraste. Gilles Simeoni, bonsoir. Buonasera. Et bienvenue sur ce plateau. Un Contraste qui sera une de vos dernières émissions. Après, on vous laissera tranquille au moins pour quelques jours. Merci. Mais vous ne pouviez éviter Contraste en compagnie de Roger Antège de Corse Matin. Bonsoir Roger. Bonsoir. Et Patrick Vinciguer de RCFM. Bonsoir à vous Bonsoir. Patrick. Alors Gilles Simeoni, les épaules sont un petit peu plus lourdes depuis dimanche dernier et depuis jeudi. Vous mesurez la responsabilité qui est la vôtre, moins que d'autres. Vous avez le droit d'échouer. Oui, les épaules sont lourdes, mais le cœur est léger. Beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, à la fois de l'allégresse, mais une joie et une plénitude. Bon, on l'a dit, mais il faut le répéter quand même au seuil de cette émission. Cette victoire est un point de départ, mais elle est aussi un point d'aboutissement d'une longue route qui a duré près d'un demi-siècle pour la période contemporaine. Des milliers de femmes et d'hommes se sont battus pour cet idéal, ont sacrifié beaucoup, jusqu'à la liberté, quelquefois la vie. Et d'avoir vécu ce moment aux côtés de centaines de femmes et d'hommes de toute génération, ces moments, le moment de l'élection et le moment de l'élection hier à l'Assemblée de Corse, c'est quelque chose qui, je crois, nous marquera à toutes et à tous. Et puis au-delà de ceux qui étaient physiquement présents, je sais que des milliers et des dizaines de milliers de Corses, dans l'île, à l'extérieur, ont suivi avec passion et ont raccroché chacun le fil de leur propre vie, de leur propre parcours à ce qui s'est passé hier. Et je crois que c'est le propre d'un événement historique. Donc beaucoup d'émotions, mais point de départ aussi. Et pour répondre donc directement à votre question, la claire conscience que nous n'avons pas le droit d'échouer, que nous n'avons pas le droit de décevoir cet immense espoir. Mais croyez bien que nous serons collectivement à la hauteur des enjeux et des attentes. Alors, lors de cette séance d'installation, jeudi, il y a eu deux moments forts, deux discours. Celui tout d'abord, tout en langue corse, de Jean-Guy Talamogne, ensuite le vôtre. Et ça a provoqué une crispation sur le continent, à Paris, des réactions assez vives, notamment de la presse nationale, mais surtout des élus. On a le sentiment, l'impression que le fossé s'est encore un peu plus élargi après cette victoire entre la Corse et Paris. J'ai noté les réactions que vous faites référence. Il ne faut pas les sous-estimer, mais il ne faut pas non plus leur donner, à mon avis, une importance qu'elles n'ont pas forcément. Moi, ce que je pense, c'est que l'opinion publique française, dans sa majorité, sait bien qu'il y a un peuple corse et ne trouve pas illégitime que les Corses s'expriment comme nous l'avons fait. À côté de ça, il y a effectivement un certain nombre de faiseurs d'opinion et de responsables politiques qui ont, pour des raisons certaines objectives, d'autres beaucoup plus d'opportunités, y compris en termes de positionnement électoral, voire électoraliste, qui sont toujours dans une logique de surenchère vis-à-vis de la Corse. Et c'est vrai que notre pays est un petit peu l'otage des polémiques franco-françaises. Donc,
à prendre en considération, bien sûr, mais à ne pas surestimer. Moi, j'ai vu aussi beaucoup de journalistes venus du continent être saisis par l'importance du moment, être émus. Par l'émotion, oui. Mais le discours notamment de Jean-Guy Talamogne est fort. Il met en quelque sorte sur la table l'indépendance, alors qu'on avait dit que cette indépendance-là serait mise entre parenthèses durant cette mandature et même la suivante. J'ai écouté ça a été interprété ainsi en tout cas. Non, j'ai écouté avec attention, comme tous les Corses et comme tous les observateurs, le discours de Jean-Guy Talamogne. Et Jean-Guy Talamogne a expliqué ce qu'est son parcours politique et ce qu'est le parcours politique de l'organisation à laquelle il appartient, Corsica Libre. Et il a dit très clairement qu'il venait avec son identité politique, mais en disant aussi, comme d'ailleurs nous l'avons contractualisé ensemble, que l'indépendance ne fait pas partie du contrat de mandature, n'est pas à l'ordre du jour pour les années à venir. Et vous ne serez pas surpris que je vous dise que je considère qu'il n'y a rien de choquant à ce qu'un élu de la Corse s'exprime en langue corse à l'Assemblée de Corse. En même temps, dans les deux discours, il y a eu deux mots. L'un de Jean-Guy Talamogne qui disait « Abandonnez vos peurs et vous, soyez heureux ». Donc ce message-là, il était à l'adresse de la société corse elle-même, parce qu'il peut y avoir, on parlait du fossé entre Corse et continent, mais au sein même de cette société-là, c'est peut-être celle-là qui vous préoccupe le plus finalement. Il y avait ce message-là qui a été porté par les deux. Oui, mais il faut réaffirmer avant tout qu'au cœur de notre démarche, le premier engagement, la pierre fondatrice, c'est la volonté partagée fortement de construire la paix, de la consolider et de l'enraciner définitivement. Donc le discours d'apaisement que nous portons, il est à la fois vis-à-vis de l'État, de la République, mais aussi, bien sûr, et en premier lieu vis-à-vis de notre communauté, vis-à-vis de la Corse. Le moment est venu pour les Corses de se réconcilier, encore que avons-nous vraiment besoin de réconciliation? Non, je ne le pense pas, mais plutôt de dire, effectivement, mais ça c'est important, que la victoire de dimanche dernier n'est pas la victoire d'un camp sur un autre. Et ça, c'est essentiel. Alors, il y a des peurs ou des inquiétudes à dissiper. Je crois que les Corses en ont déjà fait litière à travers leur vote, puisqu'on avait essayé d'instrumentaliser la fusion entre Femoa Corsica et Corsica Libre en disant qu'il y avait un risque de dérive séparatiste, indépendantiste. Non, les choses sont claires, elles sont sur la table. Au sein de Pera Corsica, il y a un mouvement Femoa Corsica qui est favorable à l'autonomie. Il y en a un autre qui est favorable à l'indépendance. Ce sont des options qui seront débattues dans le cadre du débat public des mois et des années à venir, et ce sont les Corses qui trancheront. Vous savez, si les Corses veulent l'indépendance, personne ne pourra les empêcher de la prendre. En sens inverse, si les Corses n'en veulent pas, personne n'a la prétention de la leur imposer. Gilles Simeone, venons à l'analyse politique du vote, au-delà des reports, des alliances. Bon, comment est-ce que vous analysez ce qui est un bouleversement politique majeur? Comment est-ce que la Corse a franchi le pas? Moi, je crois que c'est une combinaison de plusieurs facteurs. D'abord, bien évidemment, le fait que les idées qui ont été portées par l'ensemble des nationalistes depuis des décennies ont largement infusé la société corse, qu'elles ont fait la preuve aussi de leur pertinence, puisque ce qui pouvait paraître saugrenu ou avant-gardiste il y a 10, 20 ou 30 ans est devenu aujourd'hui le droit commun. On a coutume de dire que les Corses ont fait de l'écologie un peu comme M. Jourdain faisait de la prose, c'est-à-dire sans le savoir. Excusez-moi. Toutes les idées relatives à l'économie identitaire, à la protection du littoral, à la nécessité de maîtriser nos secteurs stratégiques, à la place de la langue et de la culture comme éléments centraux de cohésion d'une société, toutes ces idées aujourd'hui sont très largement partagées. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je pense que nous avons contribué, je parle de Femoa Corsica, à sans doute décrisper un certain nombre de choses. Au début de notre démarche, il y a quand même 2 ou 3 principes fondamentaux. Le premier principe, c'est la fidélité irréductible au fil historique du combat de ce peuple pour son droit à la vie. Le deuxième principe que nous avons posé, c'était la nécessité impérative, à notre avis, d'être exclusivement sur le terrain de l'action publique. Nous l'avons dit depuis plusieurs années, nous pensons que
la violence clandestine, qui a été la réaction à une situation d'injustice qui était faite à la Corse et à son peuple, eh bien, n'est plus adaptée aujourd'hui. Son arrêt était un basculement, selon vous? Je pense qu'effectivement, le fait que la violence clandestine se soit arrêtée et que le FLNC ait décidé eh bien, de mettre un terme à la clandestinité a été certainement un élément fondamental qui a permis d'organiser à la fois la convergence au sein du nationalisme, de nous adresser avec de tous autres rapports à l'ensemble des forces politiques, et puis ça a créé aussi un appel d'air démocratique dans la société corse tout entière. Et le troisième élément, donc premier élément, fidélité au fil historique du nationalisme corse. Deuxièmement, mettre un terme à la clandestinité et s'engager fortement dans le débat démocratique en ayant la certitude que cela permettrait à nos idées d'avancer. Et troisième élément, de dire, eh bien, les nationalistes corses ne peuvent pas avoir la prétention d'être le peuple corse tout entier. La nation corse que nous voulons construire, ce n'est pas la nation des seuls nationalistes, c'est la nation de tous les Corses, et donc essayer de construire dans le domaine politique, économique, social, culturel, de larges convergences avec l'ensemble des forces vives. Donc la conjonction de ces trois facteurs nous a permis, à notre avis, d'avancer. Et le dernier élément, je pense qu'il y a eu à la fois le rejet du système ancien qui s'est refusé à évoluer, qui s'est refusé... Mais quel système? Le système qui a permis à Gilles Simeone de l'emporter, finalement. Ce système, indirectement, je m'entends. S'il y avait réellement un système, comme vous le dites, Paul Jacob, il n'aurait pas perdu avec 10 000 voix d'écart. Non, je pense que ça, c'est une démonstration qui ne résiste pas à l'examen. Ce n'est pas parce que nous avons réussi à le battre démocratiquement que le système n'existe pas. Mais est-ce que l'électorat corse n'est pas plus libre qu'on ne le dit? Je pense que moins frileux. Je pense que les femmes et les hommes de ce pays, effectivement, aspirent à la liberté et qu'ils se sont libérés, notamment à l'occasion de ce scrutin. J'avais eu l'occasion de dire, pendant la campagne électorale, aux Corses, en m'adressant ou en essayant de m'adresser à chacune et à chacun d'entre eux individuellement, comportez-vous en femme et en homme libre, en votre âme et conscience. Si vous ne voulez pas voter pour nous, c'est tout à fait votre droit et nous le respecterons, mais faites vraiment comme si votre bulletin de vote, votre seul et unique bulletin de vote, était celui qui, à lui seul, allait décider de l'avenir de la Corse. Et je crois qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui se sont dit, écoutez, moi je pense que l'ancien a démontré qu'il ne permettrait pas de relever les défis qui sont face à nous. Il y a cette offre politique sur la table, même si nous ne partageons pas toutes les idées des nationalistes, donnons-leur leur chance de montrer qu'ils sont capables d'exercer des responsabilités et surtout, mettons-les en situation d'être la force motrice d'un changement qui a vocation à être beaucoup plus large. Alors les idées ont infusé le corps social, ça c'est une évidence, mais qu'est-ce qui a fait la bascule? C'est votre personnalité? Je sais pas. Peut-être que ma personnalité, avec d'autres individualités, a contribué à faire avancer les choses. Si c'est le cas, je m'en réjouis. Ceci étant, je ne crois qu'à l'intelligence collective. Et je pense que nous allons relever les défis qui sont face à nous, mais nous allons le faire parce que nous aurons mis en place des procédures, des façons de travailler qui vont permettre à la formidable énergie créatrice qui existe dans cette société corse et qui jusqu'à aujourd'hui a été trop souvent bridée par le système politique, de se libérer. Moi, je crois que le message extraordinaire qui a été délivré dans cette campagne, c'est à la fois cette fusion entre les générations, cette adhésion des plus anciens qui souvent étaient réticents, cet engagement massif de la jeunesse qui pour moi a été un des points de bascule de la campagne, j'ai eu l'occasion de le dire. J'ai compris que nous pouvions gagner et peut-être que nous allions gagner lorsque nous étions à l'université de Corse pour le meeting de Corté et que j'ai appris dans la journée que les jeunes avaient décidé spontanément de se réunir pour soutenir la démarche. C'était avant le premier tour. Et lorsque j'étais au rez-de-chaussée, leur réunion se tenait au premier étage, donc je ne suis pas monté, je ne me suis pas immiscé dans leur débat. Mais lorsque j'ai vu descendre ces 200-250 jeunes, garçons et filles de moins de 25 ans, beaux comme on peut l'être à cet âge-là, forts de leur idéal, de leur passion pour la Corse, ouverts sur le monde, enthousiastes, et qui sont venus nous dire « nous, on va faire avec vous parce qu'on veut construire ce pays »,
j'ai compris que nous ne pouvions plus perdre et que nous allions gagner. Et qu'est-ce que Paul Jacob y a payé, selon vous, dans cette défaite? Les critiques sur sa gouvernance, le système, les affaires, ou le fait, finalement, qu'il a porté pendant toute la mandature des idées qui étaient des idées nationalistes, et on sait qu'on préfère toujours l'original à la copie. Moi, je pense qu'on ne peut pas reprocher à Paul Jacob, sauf être de mauvaise foi, au plan intellectuel, d'avoir porté avec nous un certain nombre de revendications fondamentales pendant la mandature. Avec vous et d'autres, hein, il y a eu un large consensus durant ces 5 dernières années. Hein. C'est pour ça que, je veux dire, il faut rendre à César ce qui est à César. Ce que nous avons fait pendant cette mandature a été essentiel. Et si ces avancées doivent beaucoup aux nationalistes, elles doivent aussi beaucoup et à la gauche et à la droite. Parce qu'il y a eu des élus, sur tous les bancs de l'Assemblée, qui ont eu la lucidité, le courage politique, la volonté de s'écouter, de se parler, de se respecter. Et ça, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose de précieux parce que, j'allais dire, on s'habitue presque trop vite au bonheur. J'invite les plus anciens à se rappeler de ce que pouvait être le débat politique il y a 15 ou 20 ans. Ce que pouvaient être les rapports entre les élus ou entre les forces politiques il y a 15 ou 20 ans, avec des oppositions violentes, avec des femmes et des hommes qui étaient dans des logiques de rejet. Et qu'aujourd'hui, nous nous parlions, nous nous écoutions et nous respections, est quelque chose d'irremplaçable, qu'il faut à tout prix cultiver. Et vous pouvez compter sur moi, en ma qualité de président de l'exécutif, et sur nous, collectivement, Père Agursiga, pour nous inscrire dans cette logique-là. Alors Gilles Simeone, cette victoire, d'une certaine manière, elle vous engage, elle vous oblige, pas seulement auprès de vos électeurs, mais comme vous venez de le dire, auprès de tous les Corses. L'ouverture que vous avez prônée, elle n'a pas eu d'écho concernant l'exécutif, ni les vice-présidences. Alors, on entend ci et là un certain nombre de rumeurs. Est-ce que vous l'avez réellement pratiquée, cette ouverture? Parce que les personnes qui pourraient être concernées disent qu'elles n'ont pas reçu d'offres. Je ne sais pas à quel moment elles ont été interrogées, mais elles ont effectivement reçu des offres. Nous avons été clairs, nous l'avions dit avant. Mais à qui avez-vous fait ces offres? Clairement. Parce que Pierre Chaumont dit, moi je n'ai reçu aucune offre. Jean-Martin Mondolone, exactement la même chose. Nous avons contacté les deux listes de gauche et de droite. Les présidents, les têtes de liste. Bien sûr, ceux qui avaient conduit la liste. Nous avons aussi pris des contacts avec un certain nombre d'élus. Il n'y a pas eu de suite. Qui a refusé, par exemple? Écoutez, il suffit de voir que nous sommes seuls, donc tout le monde a refusé. Mais l'offre est portée sur quoi? Sur une place à l'exécutif, sur la présidence d'une commission, une vice-présidence de l'Assemblée? Il y avait plusieurs niveaux de propositions. On est allé jusqu'à des places dans l'exécutif? Tout à fait. Nous, sur le principe, on était ouverts à ce que l'exécutif puisse intégrer des responsables qui ne soient pas nationalistes. Mais cela impliquait bien sûr d'être dans une logique de rupture avec le système ancien, une logique de rupture irréversible avec les dérives que nous avons pu dénoncer depuis plusieurs années, et puis aussi d'adhérer au contrat de mandature qui est le nôtre. Donc je pense qu'il faut regarder les choses de façon lucide. Sans doute était-il prématuré de penser qu'à gauche ou à droite, surtout eu égard aux positionnements qui ont été développés pendant la campagne, on arriverait à venir tout de suite nous rejoindre dans un exécutif. Par exemple, est-ce qu'une telle offre a été faite à Pierre Chaumont, dont le nom a beaucoup circulé? Pierre Chaumont a été contacté, je pense. Oui, mais non. Écoutez, vous lui reposerez la question, il a été contacté. Je pense que son souhait n'était bien sûr pas d'intégrer l'exécutif, et encore une fois, je pense que cela n'aurait pas été possible, parce que le temps manque pour que les choses soient exprimées de façon claire. Mais nous, la volonté d'ouverture, elle reste sur la table. Je vous disais qu'il y a plusieurs... Elle n'est pas finie, cette ouverture. Elle n'est pas finie. Elle peut se manifester à travers une présidence de commission, par exemple. Il y a plusieurs niveaux. Il y a l'exécutif, il y a les vice-présidences qui ont été proposées. Il y aura demain les commissions, effectivement. Il y aura la commission de contrôle qui pourra être ouverte à l'opposition. Et je signale d'ailleurs au passage que dans le serment que nous avons tenu à prêter au plan symbolique, pour montrer la force de l'engagement que nous prenions devant notre peuple, il y a de façon explicite le respect intangible des droits de la minorité. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette logique-là. Nous allons travailler, y compris en respectant l'opposition,
Maintenant, nous avons eu un mandat clair de la part des Corses et nous allons aussi mettre en œuvre le programme et les orientations pour lesquelles nous avons été désignés. Ouais, sur les relations avec... il va y avoir deux groupes, l'un de Femme Corsica, l'autre de Corsica Libre. Et sur les relations dans cette majorité-là, comment vous allez l'organiser? Est-ce qu'il va y avoir, avant les sessions, convergence dans le débat? C'est ça? C'est cette manière-là? Là aussi, les choses se sont faites de façon tout à fait claire et transparente, aussi bien en ce qui concerne les modalités de la fusion, la répartition des responsabilités et demain le fonctionnement à l'Assemblée de Corse. Nous l'avions annoncé, il y aura effectivement deux groupes, puisque les deux offres politiques et les deux options politiques continuent de garder toute leur pertinence. Il y aura donc un groupe Femoagos, il y aura un groupe Corsica Libre. Il y aura un exécutif que je préside, dans lequel Femoagos et Corsica Libre ont des élus, mais qui ne seront pas à cette responsabilité, à cette charge en qualité de représentants de structures politiques. Ils sont désormais les représentants du gouvernement de la Corse. Et donc, ils doivent être nécessairement dégagés de toute contingence partisane, ce qui est exactement notre état d'esprit. Donc, nous allons travailler ensemble de façon collégiale, nous allons travailler ensemble, bien sûr, en respectant les prérogatives de l'Assemblée de Corse, et en allant aussi en dehors de l'Assemblée de Corse, parce que c'est un aspect essentiel. Nous pensons qu'il faut associer de façon très étroite l'ensemble des acteurs dans tous les domaines aux décisions qui seront prises et mises en œuvre. Mais cette collaboration à l'Assemblée de Corse, cette union dans l'hémicycle, est-ce qu'elle aura des conséquences à l'extérieur entre vos deux mouvements? Bien sûr. Nous l'avons écrit, nous l'avons dit, nous y sommes engagés. Le rapprochement que nous avons construit est un rapprochement stratégique qui a vocation à s'inscrire dans la durée. Ce qui veut dire que dans les années à venir, nous allons continuer bien évidemment de travailler ensemble et de travailler de façon extrêmement étroite, notamment sur tous les grands dossiers, sur tous les grandes questions qui structurent aujourd'hui le débat politique. Par ailleurs, nous avons également eu l'occasion de dire que nous parlerons avec les autres nationalistes, notamment les nationalistes du Rhino, et puis nous parlerons aussi en dehors du camp nationaliste, parce que nous pensons qu'il est essentiel aujourd'hui que le plus grand nombre de Corses s'impliquent dans la démarche. Je crois que vous avez enfin eu le Premier ministre au téléphone. Quand vous l'avez au téléphone, vous lui dites quoi? Bonjour, je suis le gouvernement de la Corse et dans mon gouvernement, il y a des indépendantistes et des autonomistes, et comment il réagit? Je crois que Manuel Valls n'a pas besoin de lui dire, n'a pas besoin de s'entendre dire que dans le gouvernement de la Corse ou dans le conseil exécutif, si on préfère s'en tenir à la stricte lecture des textes, il y a des autonomistes et des indépendantistes, il le sait très bien. Par contre, ce que j'ai dit à Manuel Valls, c'est qu'à mon avis, et c'est une évidence, mais encore faut-il que... Vous l'avez vu vendredi matin au téléphone. Oui, tout à fait. Encore faut-il que le Premier ministre l'entende et en tire les conséquences. C'est que ce qui s'est passé dimanche dernier modifie forcément de façon... Il a répondu, par exemple, par anticipation à la demande d'amnistie des prisonniers politiques, en disant « En France, il n'y a pas de prisonniers politiques. Circuler, il n'y a rien à voir. » Est-ce que c'est un point de rupture, ça, avec Paris? L'état d'esprit qui est le nôtre, c'est un état d'esprit d'ouverture et de dialogue. Donc, vous imaginez bien que je ne vais pas prendre prétexte d'un écho dans un journal, voire d'une interview, voire d'une position qui pourrait être prise pour ruer dans les brancards et pour dire « nous sommes dans un point de rupture ». Moi, je crois qu'il faut, encore une fois, et ça vaut pour nous, mais ça vaut aussi pour les rapports avec Paris, et ça vaut aussi pour les rapports de Paris envers la Corse, se hisser à la hauteur des enjeux. Ils vont changer. On est aujourd'hui dans un point de bascule historique. Et c'est ce que j'ai dit au Premier ministre. Ce qui s'est passé dimanche dernier n'est pas une simple victoire électorale, n'est pas une simple victoire politique. Ce qui s'est passé dimanche dernier est l'expression d'une modification profonde, fondamentale, d'abord de ce qu'est la société corse, de ce qu'elle veut et de la direction que la Corse veut prendre. Et donc, j'ai dit au Premier ministre, nous n'arrivons pas avec des préalables autour de la table. Nous arrivons avec la volonté de dialoguer. La volonté de dialoguer, c'est de dire, Monsieur le Premier ministre, nous avons aujourd'hui ensemble la possibilité de mettre un terme à un cycle qui a duré 50 ans et qui a été marqué par des oppositions, par des conflits, par des drames et par une incommunicabilité totale entre Paris et la Corse.
mettons un terme à ce cycle. Donner Ça passe par quoi? À la paix les moyens... Vous avez parlé d'une solution politique. Oui, ça passe Qui d'abord... comprendrait quoi? Ça passe d'abord, à notre avis, par un état d'esprit. L'amnistie? Le vrai dialogue. Ça passe ensuite par la prise en compte des délibérations de l'Assemblée de Corse, parce que refuser de prendre en compte les délibérations de l'Assemblée de Corse, qui est l'institution garante des intérêts matériels et moraux de ce peuple, c'est un délit de démocratie. Ça veut dire aussi que dans le champ de la discussion, il y aura nécessairement, mais tout le monde le sait, la question des prisonniers politiques, de leur rapprochement et à terme de leur amnistie. Alors, bien sûr, sur le continent, on excipe de cette question pour dire, vous vous rendez compte, ils veulent parler des prisonniers. Mais c'est une évidence que nous devons parler des prisonniers. Partout en Europe, partout dans le monde, dans l'histoire de la France, y compris dans l'histoire contemporaine, et pour des affaires autrement plus graves, à chaque fois que l'on a voulu mettre un terme définitif à une situation conflictuelle, on a mis en œuvre une loi d'amnistie. Alors, on nous dit aussi, mais le problème de la loi d'amnistie, c'est l'affaire du commando Erignac. Donc moi, je ne sous-estime pas le poids symbolique et politique de cette affaire, et vous savez que, par bien des aspects, je le connais et j'ai eu à en connaître. Ceci étant, je dis encore une fois que, concernant les condamnés définitifs dans l'affaire Erignac, ce sont des hommes qui ont déjà purgé la quasi-totalité de leur peine. Et que donc, s'inquiéter d'une loi d'amnistie en disant, vous vous rendez compte, elle aurait pour conséquence de remettre en liberté les hommes qui ont été condamnés dans l'affaire Erignac, c'est poser le problème de façon absurde. Parce que, indépendamment de toute loi d'amnistie, eh bien, ces personnes ont vocation, d'abord, bien évidemment, à être rapprochées sans délai, et ensuite à retrouver la liberté de façon naturelle dans les mois ou plus tard dans les 24 ou 48 mois à venir. Donc ce n'est pas un problème. Reste le cas d'Yvan Colonne, qui lui n'est pas condamné définitif, qui a toujours affirmé son innocence et qui a introduit un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ceci pour dire, indépendamment de ces cas qui sont les plus lourds et les plus douloureux, il y a aujourd'hui des gens qui sont en prison. Commençons par appliquer la loi. Le rapprochement. Commençons par appliquer la loi et appliquons-la de façon intégrale et sans restriction. Et donnons des signes. Et les signes, nous les avons donnés, bien sûr. Il faut qu'ils viennent, à mon avis, de Paris. Mais au-delà de cette question des prisonniers politiques, qui ne peut pas être un préalable, mais qui ne peut pas être un préalable ni pour les uns ni pour les autres. On ne peut pas se servir de l'opinion publique française pour donner des signaux de fermeté par rapport au débat national, en instrumentalisant la question des prisonniers politiques, et refuser de voir qu'en fait, elle est relativement simple à régler, au moins dans un premier temps, et que par ailleurs, il y a beaucoup d'autres questions qui doivent être débattues, et qui pour l'instant ne le sont pas. Vous voulez donc un processus de dialogue qui va bien au-delà de la simple réunion pour l'élaboration des ordonnances. Jean-Guy Talamone a dit, lui, qu'il ne fallait pas hésiter à aller au rapport de force. Je suppose que ce n'est pas votre conception. Je ne suis pas aujourd'hui dans une logique où je vais essayer d'engager un bras de fer avec l'État. Je constate malheureusement que pour l'instant, le bras de fer nous est imposé par l'attitude de l'État. Dans tous les domaines. Prenons l'exemple des arrêtés Miot, du retour au droit commun annoncé au 1er janvier 2018. Si nous restons en l'état d'une situation de blocage et d'un refus d'adoption d'une loi qui ne serait pas soumise à la censure du Conseil, ou, autre cas d'école possible, d'une révision de la Constitution permettant de maintenir notre statut fiscal spécifique, eh bien nous reviendrons au droit commun le 1er janvier 2018 avec des conséquences cataclysmiques pour les Corses et pour le patrimoine immobilier de tous les Corses. Alors pourquoi une majorité nationaliste aurait plus de chances de se faire entendre de Paris face à un gouvernement de gauche qu'une majorité de gauche comme précédemment? Eh bien, d'abord, il faut constater que la majorité de gauche précédente n'a pas pu se faire entendre de Paris. Je pense que les nationalistes corses, appuyés et soutenus par une très large majorité du corps social, ont la capacité à se faire entendre de façon démocratique, à faire prendre en considération les espoirs, les attentes, les votes de l'Assemblée de Corse, et à le faire de façon très rapide. C'est le pari de la démocratie. Parce que si on nous dit jouer le jeu de la démocratie,
que nous le faisons. Mais c'était le cas aussi auparavant avec la majorité de gauche. Oui, mais Patrick, sauf qu'aujourd'hui, il y a quand même une révolution démocratique qui s'est passée. Il s'est passé il y a quelques jours que les Corses, dans leur très grande majorité, ont décidé, à travers l'expression du suffrage universel, de dire, eh bien, c'est ce courant d'idées que nous voulons mettre en situation d'exercer les responsabilités et dont nous validons les orientations. Et ça, Paris ne peut pas refuser de l'entendre. Mais pour en revenir à la question de Jean Vitus, on a quand même, dans vos deux discours, celui du président de l'Assemblée et le vôtre, noté une différence d'intensité dans le rapport à établir avec l'État, avec le gouvernement. Écoutez, moi, je n'ai pas ressenti cette différence. Qu'il y ait des différences entre Jean-Guy Talamogne et moi-même, ou entre Corsica Libre et FM Ouagours, c'est une évidence. Elles sont connues, elles sont assumées. Simplement, chacun avec sa sensibilité a dit la même chose. Moi, j'ai entendu Jean-Guy Talamogne annoncer l'engagement de son mouvement, l'engagement irréversible de son mouvement dans la paix, dans la dynamique de paix. Je l'ai entendu dire de façon très claire que leur revendication d'indépendance n'était pas d'actualité pour les années à venir. Et je l'ai entendu dire qu'il était, comme nous le sommes tous, disponible pour le dialogue. Et que ce dialogue devait prendre en considération, non pas les revendications des nationalistes, mais principalement les délibérations votées par l'Assemblée de Corse. Alors on passe, avant de passer à la deuxième partie sur la gouvernance, juste un mot sur Bastia, puisque vous allez être obligé d'abandonner votre poste de maire. Alors la question que tout le monde entend, qui sera le prochain maire de Bastia? Est-ce que vous avez choisi votre successeur? Je rappelle, premièrement, effectivement, que la loi me fait obligation de choisir, puisqu'il n'est pas possible d'exercer deux exécutifs. Donc, comme je l'avais annoncé, et comme le peuple l'a voulu à travers le suffrage de dimanche dernier, eh bien, à partir du moment où il y a une volonté massive de dire il faut ce changement et il faut que ce changement soit conduit par les femmes et les hommes qui l'ont incarné, je prends bien sûr mes responsabilités et j'exercerai la présidence de l'exécutif de Corse. Ceci étant, vous savez ce qu'est mon attachement pour Bastia, qui est ma ville. Vous savez ce qu'a pu représenter pour moi au plan personnel et au plan politique le fait d'être élu maire de Bastia. C'est quelque chose qui pour moi n'a pas de prix. Et cette fonction de maire représente la quintessence de ce que l'on peut faire lorsqu'on a envie de s'engager au service de l'intérêt général. Donc, bien sûr, si je l'abandonne, mais forcément avec un pincement au cœur. Troisième élément, le fait que celui qui était maire de Bastia devienne aujourd'hui président de l'exécutif, eh bien, est bon pour la ville. Et notamment, dans les 2 années à venir, où nous aurons à discuter de la collectivité territoriale, le fait que je sois aujourd'hui le président de l'exécutif garantit que l'équité entre le Nord et le Sud, entre Bastia et Ajaccio, sera défendue, même si je tiens à dire avec force que lorsqu'on défend les intérêts de la Corse, on doit s'abstraire de toute logique campaniliste. Ce qui est bon pour Bastia est bon pour la Corse. Avec possiblement une chambre des territoires implantée à Bastia. Attendez, réponse sur le maire. Alors, sur le maire. Je termine. Donc, nous allons le faire et nous allons mettre aussi en place une organisation à Bastia où il y aura bien sûr un maire ou une maire. Mais qui ? On va y venir, mais je tiens à dire que je serai très présent à Bastia et que je continuerai bien sûr à suivre de très près les affaires de la vie communale et les affaires de ma ville. Ceci étant, il y a un certain nombre de candidats, il y a Michel Castellagne, il y a Pierre Saville, il y a Mathéa Lacave, il y en a d'autres que je ne citerai pas ici. Nous en discutons au sein de la majorité municipale, parce que ce n'est pas une décision que je dois prendre seul. On ne sera pas ce soir. J'en discute. Je termine. La décision n'est pas prise. Elle sera prise dans les jours à venir, de façon très tranquille, très apaisée. Alors on passe à la deuxième partie, parce que l'émission défile. Passons de la gouvernance. Alors vous parliez là d'équilibre des pouvoirs, mais on ne peut pas dire que cette fois-ci, il y a un équilibre des pouvoirs entre le Nord et le Sud. Président de l'exécutif, c'est vous, du Nord. Jean-Guy Talamogne également. Les 2 vice-présidents sont des gens du Nord. 7 conseillers exécutifs sur 9 sont des gens du Nord. Là, on n'est pas dans l'équilibre. Hein. C'est un bruit de fond qu'on commence à entendre à Ajaccio. Et Ajaccio, alors là, complètement... Bon, ils ont l'habitude, mais bon, c'est quand même un constat. Moi, je pense qu'on ne peut pas être dans des logiques tribales lorsqu'on s'occupe des affaires de la Corse. Mais ceci étant, il est important que les gens d'Ajaccio et les gens du Sud en général sachent que leurs intérêts seront défendus, seront garantis, y compris lorsqu'il s'agit d'organiser des arbitrages. Ceci étant, vous savez, je fais confiance aux élus que nous sommes. Lorsque nous prendrons des décisions,
nous les prendrons par rapport à l'intérêt de la Corse, par rapport à l'intérêt général et par rapport aux intérêts respectifs de chaque territoire dans une logique d'équité, dans une logique d'équilibre. Alors c'est un hasard largement, nous essaierons de le corriger, chemin faisant. Je ne suis pas inquiet de ce côté-là. Vous avez été très critique durant la campagne électorale sur le mode de gouvernance. Qu'est-ce que vous allez faire de différent? D'abord, on va très rapidement impulser de la démocratie, de la transparence, de l'équité dans tous les actes de la vie publique et notamment dans tous les actes de la collectivité territoriale de Corse. D'abord, dans le domaine des rapports avec le personnel. Pas de système des dépouilles comme aux États-Unis. Surtout pas de système des dépouilles. Je crois que c'est un message qu'il faut faire passer très rapidement au personnel. Ils seront respectés, défendus dans leurs prérogatives, dans leurs opinions, dans leurs droits, de façon toute simple. Et donc pas de système des dépouilles. Les gens travaillent, continueront à travailler. Je crois que là aussi, on peut le dire, mais il faut surtout le faire. Et je crois que nous l'avons démontré. Par exemple, la façon dont s'est organisée notre arrivée aux responsabilités à la mairie de Bastia démontre que nous ne sommes absolument pas dans une logique de... Mais vous avez beaucoup critiqué durant cette campagne le chantage à l'emploi public, l'augmentation des effectifs ces dernières années. Est-ce que vous allez vous engager, vous pouvez vous engager aujourd'hui à dire qu'il n'y aura pas d'augmentation des effectifs durant ces 2 ans de mandature? Je pense que de toute façon, il n'y aura certainement pas d'augmentation significative des effectifs dans les 2 ans de mandature. J'attends de faire un point avec les différents chefs de service et responsables d'administration pour voir ce que sont exactement les besoins, ce qu'est exactement l'organisation des tâches et de la répartition des tâches. Mais il est évident qu'il n'y aura pas de recrutement abusif dans les années à venir lorsque nous serons en situation de responsabilité. L'avant-veille de votre élection et au lendemain de votre élection à la tête du conseil exécutif, les locaux de la collectivité territoriale ont été perquisitionnés par la police qui enquête sur des marchés publics concernant notamment les routes. La police a emporté des documents, des ordinateurs. Comment est-ce que vous réagissez à cette affaire et est-ce que, au nom de la collectivité, vous pourriez vous porter partie civile? Comment je réagis à cette affaire? D'abord, je ne connais rien de cette affaire. Donc il y a, semble-t-il, l'information pénale ou une enquête préliminaire qui sont en cours. Attendons de voir. Ça crée de fait, et sans préjuger des suites judiciaires de cette affaire, une situation qui est forcément traumatisante, notamment pour les personnels. Donc moi, ma première responsabilité aujourd'hui, en tant que responsable de ces personnels, c'est de les rassurer. C'est aussi d'essayer de comprendre, autant que faire se peut, ce qui s'est passé, ce qui a pu se passer ou ce qui peut être reproché. Je compte sur la loyauté des personnes qui pourraient avoir eu à connaître de ces affaires pour me renseigner et m'informer totalement, ce qui n'est pas le cas au moment où je parle. Vous pourriez vous porter partie civile, par exemple? Écoutez, si les intérêts de la collectivité territoriale de Corse ont été malmenés, il est évident que nous nous porterons partie civile. Une question sur l'organisation de l'exécutif et du gouvernement de la Corse. Vous gardez le même périmètre d'agences et d'offices? Vous en créez de nouveaux? Vous pensez en créer de nouveaux? D'abord, je rappelle qu'en ce qui concerne les offices et agences, ils ont été créés par la loi. Oui, c'est des décrets. Pour les fusionner, c'est des décrets. S'agissant de la fusion éventuelle, c'est une piste de réflexion, à l'évidence. Cette réflexion s'inscrit dans le cadre global de l'organisation de la collectivité unique. Là encore, on ne peut pas penser des fusions sans associer au processus et à la réflexion celles et ceux qui sont concernés directement, aussi bien les acteurs économiques qui sont impactés par le champ de compétences de ces offices que les personnels. En ce qui nous concerne, nous avons bien sûr gardé, nous avons réparti un certain nombre de délégations, j'en ai conservé un certain nombre moi-même. Ce qui va changer surtout et de façon rapide, sans préjudice des évolutions auxquelles nous pourrions penser, c'est la façon de fonctionner. Bien sûr, des offices et agences qui seront respectés dans leurs prérogatives et dans leur indépendance, mais il ne peut pas y avoir une logique de chasse gardée ou de fonctionnement solitaire. Et ce qui m'a été donné de remarquer d'ores et déjà, mais j'attends bien sûr d'approfondir la discussion et la réflexion avec les responsables, puisque j'aurai des réunions de travail dans les jours et dans les semaines à venir, c'est qu'il y a certainement une amélioration à rechercher du côté de la transversalité et de la complémentarité du travail entre les différents offices.
Vous allez garder un œil sur tout. Bien sûr, on va garder un œil sur tout, en déléguant et en faisant confiance. Et sur le contrôle de ces agences et offices, il y avait une commission, mais enfin, Marie-Antoinette Brunel-Santon, il la présidait, elle a démissionné. Est-ce que vous allez la maintenir et est-ce que vous allez la renforcer, notamment dans ses pouvoirs? Oui, je pense qu'on va renforcer tout ce qui est contre-pouvoir est quelque chose de bon pour le fonctionnement démocratique d'une institution. Montesquieu disait il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Donc, bien sûr, on va réfléchir à renforcer ces mécanismes, y compris, je vous l'ai dit et je le répète, en associant et en impliquant l'opposition. On passe au dossier, peut-être. Oui, juste une question. Vous savez qu'il est prévu dans la loi que la presse a droit à accéder à tous les documents administratifs qu'elle demande. On avait quelques petits problèmes la précédente mandature. Est-ce que tout nous sera ouvert? Écoutez, c'est un engagement. Je prends l'engagement ferme que tout ce qui est communicable au terme de la loi sera communiqué. Et je rappelle que c'est à dessein que hier j'ai fait référence à la phrase célèbre de Pasquale Paoli en disant que notre administration devait être une maison de cristal. Elle le sera. Alors, dernière question, juste les rapports avec la présidence de l'Assemblée de Corse. Ils ont toujours été plus ou moins conflictuels dans toutes les mandatures. Ils ne le seront pas en ce qui nous concerne. C'est l'exécutif qui a le pas sur l'Assemblée, c'est l'Assemblée de Corse, la présidence, c'est purement honorifique? Non, absolument pas. Et ça fait partie aussi de la façon renouvelée de penser et de mettre en œuvre le fonctionnement des institutions. L'exécutif exécute et l'Assemblée de Corse est là pour jouer pleinement son rôle et elle le jouera. Alors sur les dossiers maintenant, et contrairement à ce qui a été dit au début, je ne suis pas très sûr que vous puissiez prendre quelques congés pendant les fêtes parce qu'il y a un dossier qui arrive dans l'urgence, encore une fois dans l'urgence, c'est le dossier des déchets. C'est demain à Vico. Oui, puisqu'on sait que Viganel arrive à saturation et que la question va se poser sur le transfert des déchets vers Vico et on sait que les populations de ce côté-là sont très regardantes. Qu'est-ce que vous faites là? Dès demain matin, je me mets au travail. Mais je vous rappelle que Jojo Pucci, qui est le maire de Viganello, est élu sur notre liste. Donc on a un interlocuteur qui connaît parfaitement la situation à Viganello. J'ai eu hier un contact direct avec les représentants du collectif de Vico. Donc je vais bien sûr dès demain prendre attache avec eux. Et puis on va faire rapidement un point sur la situation. Je constate que l'échec cinglant que nous avions dénoncé, notamment pendant la campagne électorale, mais bien avant, est en train de nous rattraper et que là, comme ailleurs, il faudra une rupture forte dans la façon d'aborder les problèmes. Demain matin, les camions montent à Vico. Oui. Et demain matin, les camions montent à Vico. Donc on va voir avec les gens de Vico, avec les gens de Viganello et ailleurs comment on peut faire, et avec les responsables de cette question, puisque je rappelle quand même que c'est le CIVADEC qui est en charge de cette compétence. Le CIVADEC qui respecte un plan interrégional de traitement des déchets ménagers qui est voté par l'Assemblée de Corse et qui a été voté également par les élus de Fémois-Gours. Oui, dans sa dernière mouture qui prévoyait le passage au tri, un passage que nous préconisions depuis 5 ans. Qui est un échec total. Et qui n'avait jamais été acté jusque-là. Justement, comment on passe de 20% à 80% de tri? Le gros problème aujourd'hui... C'est pas facile non plus. Le gros problème aujourd'hui, c'est la phase transitoire. Bien évidemment, la phase transitoire, elle va passer nécessairement par l'élargissement de notre capacité d'enfouissement. Il faut que ça se fasse dans des conditions qui respectent les intérêts des populations. Alors, autre sujet qui va venir très vite aussi, dès le mois de janvier, c'est celui des transports maritimes avec le vote de la DSP. C'est à vous qu'il appartient de définir le périmètre. Alors, qu'est-ce que vous allez décider? On garde le même périmètre? Ou est-ce qu'on la modifie? Parce que les conséquences, y compris sociales, risquent de ne pas être les mêmes. Bien sûr. Donc là aussi, il va falloir avoir une vision très précise et globale. Indépendamment des décisions que nous pourrions prendre, vous aurez relevé que le paysage est dans une phase dynamique. Donc il y a une forme de concurrence qui est en train de s'organiser et qui est annoncée. Avec le Corsica Marittima. Avec Corsica Marittima qui va se positionner sur une ligne. Ça ne va pas faire des dégâts, tout ça, parce qu'on passe d'un état de, pas de monopole, mais presque, un état de concurrence, je dirais pas sauvage, mais de concurrence réelle. Hein. Une reprise de la SNCM par Patrick Roch, Corsica Ferries qui continue d'assurer les lignes, et aujourd'hui, donc Corsica Marittima et Beribi qui disent qu'ils vont ouvrir dès le 5 janvier une ligne entre Marseille et Bastia. Tout à fait. Ça va faire des dégâts, non? Parce que quand il est question du sauvetage d'une compagnie... Ça risque effectivement de déséquilibrer l'ensemble du dispositif, et c'est la raison pour laquelle, là aussi, dès lundi, donc dès demain, nous aurons un certain nombre de contacts à prendre pour connaître précisément les intentions des uns et des autres et pour mettre en œuvre un dispositif qui va nous permettre de gérer les mois à venir dans des conditions satisfaisantes. Ça signifie une chose, c'est-à-dire que la compagnie régionale,
c'est fini. Non, ça C'est une signifie quatrième compagnie encore. Ça signifie qu'il faut créer une situation qui nous permette d'assurer un service qui soit un service de qualité dans de bonnes conditions à un coût qui soit raisonnable pour la collectivité territoriale de Corse, avec une solution de ce type qui nous permette de préparer l'avènement de la compagnie régionale dans de bonnes conditions, un avènement que nous voulons le plus rapide possible s'il se confirme qu'elle est faisable au plan financier. Durant la campagne, vous avez critiqué l'attribution au groupe ROC de services maritimes publics, de la SNCM, pardon, en accusant Paul Jacobs d'avoir pesé tout son poids sur cette décision. Ça veut dire que par rapport au groupe ROC, vous pourriez avoir des mesures de rétorsion, ne pas accorder la DSP, par exemple? Je n'ai pas accusé Paul Jacobs d'avoir pesé de tout son poids. J'ai dit simplement qu'à mon avis, les autorités corses le phénomène de concentration et de monopole vertical qu'induisait l'attribution au groupe ROC de la SNCM posait un véritable problème. Et ça tient toujours. Mon analyse tient toujours, hein, mais j'ai également dit que je n'avais aucune prévention personnelle contre M. Roque, que je ne connais pas. Aujourd'hui, j'hérite d'une situation que je n'ai pas voulu, mais qui est ce qu'elle est. Il est attributaire, je vais donc le rencontrer, je vais discuter avec lui et nous allons voir ce que sont ses intentions et ce que sont nos marges de manœuvre. Juste une incidence sur le groupe Euro, que durant la précédente mandature, vous étiez opposé à 3 reprises à la délocalisation des services de la collectivité, qui devait être du côté de Baleone, dans un bâtiment de l'entreprise Euro, pour une somme d'1,5 million d'euros, je crois. 1,5 million d'euros de location par an. Le dossier sera abandonné ? Écoutez, je crois que l'exécutif, à notre demande, l'avait retiré à plusieurs reprises. Vous voyez qu'on peut être Bastier et essayer de défendre les intérêts, y compris du centre-ville d'Ajaccio. Moi, j'avais dit à l'époque, avec force, que je ne comprenais pas comment on pouvait envisager une telle délocalisation à un prix qui est quand même un prix extrêmement important, alors même que les personnels n'avaient pas été consultés, alors qu'il n'y avait pas une identification réelle des besoins, alors qu'on n'avait pas réfléchi à l'impact sur le centre-ville d'Ajaccio. Donc, mon analyse tient toujours. Je verrai ce qu'il en est là encore de ce dossier. Je ne le connais pas autrement, en tout cas, que ce qui nous avait été communiqué à l'époque à l'Assemblée de Corse. Ce qui nous avait été communiqué à l'Assemblée de Corse me conduirait aujourd'hui à dire que c'est un choix qu'il faut abandonner. Un autre dossier qui est pendant, c'est le port de la Carbonite. Quand vous êtes toujours maire de Bastia, vous étiez peu enthousiaste. Là, maintenant, vous êtes président de l'exécutif. On sait que c'est la CTC qui est le maître d'œuvre. On sait aussi que vos partenaires de Corsigali sont farouchement opposés à ce projet. Qu'est-ce qu'on fait? On abandonne? Les études sont en cours, là. Oui, je vais enfin pouvoir avoir accès à l'intégralité des informations, à l'intégralité des cahiers des charges, à l'intégralité des enquêtes en cours, ce qui n'a jamais été le cas pendant des années. J'en suis heureux, en ma qualité de président du conseil exécutif, et même si je ne suis plus tout à fait maire de Bastia, je suis heureux que l'on puisse avoir enfin des informations objectives qui vont nous permettre de faire les meilleurs choix pour Bastia et pour la Corse. À l'agenda, en janvier, des rencontres avec Maryse Lebranchu sur la collectivité unique qui aura le jour en janvier 2018. Vous y allez dans quel état d'esprit? Avec quelle organisation? Une chambre unique ou une chambre des territoires à Bastia? Nous avons pour principe de défendre les délibérations telles qu'elles ont été votées par l'Assemblée de Corse, sans rien y ajouter et sans rien y retrancher. C'est un problème d'honnêteté politique, puisqu'elles sont des points d'équilibre. Elles ne reprennent pas forcément les thèses ou les propositions des uns et des autres, mais elles ont été votées à un état qui a permis de dégager des consensus. Nous savons aujourd'hui que la Chambre des territoires n'est pas dans les tablettes du gouvernement. C'est une discussion qu'il va falloir ouvrir. Le souci, c'est de construire une collectivité unique qui fonctionne. Le souci, c'est de donner de la cohésion et de l'équité. Le souci, c'est de prendre en considération la nécessité de proximité forte qui est exprimée par les citoyens et par les territoires. Donc nous allons discuter. Il y a enfin l'équilibre territorial entre Bastia et Ajaccio. Alors une dernière question, Gilles Simeoni. Vous remportez la mairie de Bastia, vous remportez la collectivité territoriale de Corse. La prochaine fois, c'est la députation? Non. Alors je vous réponds très clairement, je n'ai pas l'intention d'être député. Moi, je me suis engagé à Bastia pour cette ville, parce que c'est ma ville.
Je me suis aussi engagé à Bastia parce que je suis un nationaliste corse et parce que je pense que ce pays doit se construire. J'ai aujourd'hui la chance, avec d'autres, d'avoir contribué sans doute à changer de façon décisive la face politique de ce pays pour les années à venir. Nous sommes à l'Assemblée de Corse, nous travaillons, nous allons travailler pour la Corse. C'est la seule chose aujourd'hui qui me préoccupe. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Certains doivent être rassurés. En tout cas, merci d'avoir participé à cette émission. Roger, Patrick, merci à vous également. Contraste maintenant va s'interrompre durant les fêtes et ce pour 2 semaines. Nous nous retrouverons donc le dimanche 10 janvier. Intanto, buone veste di Natale a tutti, buon Vindanadi e all'anno prossimo. Buone veste a tutti.